je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Reading Journal. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 mai, dernier jour avant de reprendre le boulot demain. Je vous avoue que j'ai pas vraiment hâte de reprendre le boulot, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ce matin j'ai reçu un livre. Le voici, donc c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. Alors je l'avais précommandé, mais je vous avoue que je suis assez déçue parce que j'ai vu qu'il y avait des gros problèmes au niveau de la traduction et je pense que je l'aurais su, je l'aurais peut-être pas précommandé. Certes, c'est un objet magnifique, je vous le montre, c'est un superbe objet livre. Je vous montre le hardback. Voilà, il est vraiment beau. À l'extérieur, vraiment comme à l'intérieur, hein, parce qu'à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc, on a une jolie carte. Et les entêtes de chapitres et tout ça, elles sont super jolies, bien personnalisées. L'intérieur de la couverture, comme ça, c'est pareil. On a la carte en couleur. Enfin, l'objet livre est magnifique. Ce que je reproche, c'est que il y a des fautes de traduction qui sont assez impardonnables pour une aussi grosse maison d'édition, une maison d'édition qui est en train de se construire une bonne réputation. Après, ça m'énerve parce qu'on peut cracher sur certains auto-édités, mais des problèmes de traduction pareils, on n'en trouve pas autant chez des auto-édités. Moi, j'ai lu plein d'auto-édités où en fait la narration était juste superbe. Et là, ce que je reproche, c'est qu'en fait, on a des annotations de la correction au niveau des traductions, des tournures de phrases qui n'ont pas été coupées, ce qui fait qu'en plein milieu de la phrase, on peut avoir un commentaire de traduction. Et j'ai vu ça sur un post Instagram d'une personne, je sais plus qui c'est qui l'avait posté, qui était en train de lire le livre et qui avait vu ces problèmes de traduction. Et à la maison d'édition, certes, elle a fait un post pour dire que elle mettait une nouvelle équipe en place, que l'ancienne équipe allait être du coup renvoyée, mais je suis désolée, c'est pas la faute d'une ou deux personnes, c'est la faute de l'équipe en entier, parce qu'il y a une personne au niveau éditorial qui valide le travail qui a été fait en amont, donc bon... Je vous avoue que ça passe pas très bien. J'espère que Crescent City de Sarah J. Maas qui sort le 12 mai n'aura pas ces problèmes-là, qu'ils auront rectifié parce que je vais précommander, parce que c'est une sortie que j'attends avec le plus d'impatience et que ça me ferait mal au cœur qu'il ait des problèmes de traduction. Ça m'empêchera pas de le lire parce que nous sommes dans de la fantaisie orientale. Il a une super réputation. Je n'ai plus le résumé en tête, donc je pense que je vais vous le lire, ce sera plus simple. Ça m'évitera de vous dire n'importe quoi. Hop, je remets juste la jaquette. Mais je ne suis pas très douée. Alors, dans les rues du Caire, au XVIIIe siècle, Nari est une jeune arnaqueuse au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison, elle a fait des nobles ottomanes sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, dans l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par les vents, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques Maharids. Des ruines de métropoles urbaines autrefois magnifiques aux montagnes et où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Daveabad, la légendaire cité de Laiton. Donc voilà ce magnifique livre. Maintenant j'espère que les prochains exemplaires auront été corrigés pour ceux qui les commanderont parce que voilà, ça fait mal. Honnêtement ça fait mal d'avoir un beau livre, mais si l'intérieur est pas correct, ça sert à rien qu'il soit beau. Donc bon, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de coquilles. Et sinon, ma lecture en cours, c'est toujours Le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez Rajo. Hier, j'ai dévoré plus d'une centaine de pages et je pense que je l'apprécie beaucoup plus que Le Prince Cruel.
J'ai moins cette antipathie que j'avais pour le personnage de Jude dans le premier tome. Cette fois-ci, j'arrive beaucoup mieux à l'apprécier et j'aime vraiment tout ce qui est stratégie politique qu'on voit vraiment dans ce tome. Donc là, nous sommes vraiment dans la suite du Prince Cruel. Je peux pas trop vous en parler pour ne pas vous spoiler, mais j'apprécie de plus en plus ce Jude. Cardan et ses comportements me laissent toujours assez perplexe, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Je sais pas trop comment vous en parler parce que je vais vous spoiler le tome 1 si j'évoque un petit peu plus le résumé, mais nous sommes vraiment dans un monde original, donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis je pense que je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai terminé, comme ça m'évitera de trop spoiler et puis ça me permettra de réfléchir un petit peu aux mots que je veux employer. Ce matin je vous ai monté le vlog que je vous publierai vendredi. Et puis j'ai programmé tous mes posts de la semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas programmé mes posts et c'est vrai que quand je suis au travail la semaine c'est un gain de temps. Donc là je vous ai programmé toutes les chroniques, les posts. Après si vous êtes curieux, généralement quand je les programme pour les réseaux sociaux ça veut dire qu'elles sont déjà sur le blog et que je les ai toutes publiées en même temps sur le blog. Donc si vous voulez avoir les avis en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner au blog, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a des nouveaux avis et vous ne loupez rien. Et en plus mes avis sont souvent un peu plus complets que sur Instagram, les réseaux sociaux, parce que je mets mon barème de notation et je mets plein de choses un petit peu en plus. Donc ça permet de vraiment avoir l'a priori sur vraiment mon avis personnel, mon ressenti personnel et puis à peu près comment je note tous les livres, parce que des fois il y a des livres qui sont des coups de cœur pour moi mais qui n'ont pas forcément un 5 étoiles parce qu'il y a d'autres choses qui vont pas, mais moi ce livre je l'aime de tout mon cœur. Puis des fois il y a des livres c'est pareil que j'aime pas du tout mais la note est assez correcte parce que la narration est correcte, les descriptions sont correctes, voilà. Après c'est vraiment la différence entre l'appréciation globale du travail en lui-même et mon avis personnel. Je vais vous laisser, j'ai un rendez-vous. Hello, je vous retrouve en ce mardi 4 mai parce que j'ai terminé Le Roi Maléfique de Holly Black hier soir. Cette lecture était juste incroyable. Vous savez que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais été déçue par le Prince Cruel parce que je trouvais que le prince était pas assez cruel, ou du moins pas cruel de la façon dont je me l'étais imaginé quand j'avais commencé la lecture. Quand j'ai attaqué le Prince Cruel, je m'attendais à une histoire un peu sanglante. Je m'attendais à un prince cruel en tout point, mais pas de la cruauté dans le style bizutage, parce que dans cette histoire nous allons suivre Jude et ses sœurs qui vont atterrir à Terrafae, et leur grande sœur à Jude et sa jumelle est à moitié Fae, mais Jude et sa jumelle, elles sont des humaines, mais elles vont quand même être recueillies par le père de leur grande sœur, Madoc, qui est général des armées à Terrafae. Donc elles vont être élevées là, dans cette ambiance-là, et elles vont vivre dans ce monde, mais dans l'école où elles sont, dans leur instruction, elles vont être confrontées à des faées qui sont en tout point désagréables avec les humains, qui les prennent un peu comme leurs esclaves, si vous voulez. Et le prince Cardan va en faire voir de toutes les couleurs à Jude. Jude qui est une jeune fille qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche et qui ne fait rien pour arranger les choses. Au contraire, elle va sans cesse provoquer le prince Cardan et provoquer les autres personnes, quitte à ce que ça puisse faire du mal aux autres ou à elle-même. Elle en a rien à faire des conséquences. Et ce personnage-là m'avait vraiment énervée dans ce premier tome. Le côté bizutage tout simplement m'avait dérangée. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus développé, de beaucoup plus mature. Mais la fin de ce premier tome m'avait laissé vraiment pantoise. J'étais là, mais what? Je veux connaître la suite, même si l'ensemble du livre m'avait déçue. J'avais quand même passé un bon moment lecture. J'avais vraiment envie de découvrir la suite puisque le cliffhanger était tellement gros que je ne pouvais pas rester comme ça. Et c'est pour cela que j'ai quand même pris Le Roi Maléfique de Holly Black. Mais cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre, je savais vers où j'allais.
comme j'avais pas d'attente en particulier au niveau de certains personnages, parce que ces attentes, elles avaient été brisées dans le tome 1, bah, j'ai attaqué ce tome 2 avec beaucoup plus d'aise et des attentes beaucoup moins élevées. Et ce tome 2, par contre, il m'a scotché parce que ce tome 2, je l'ai adoré en tout point. J'ai adoré le personnage de Jude, qui est beaucoup plus réfléchi. Elle est très stratège. Et c'était agréable à voir, en fait, on avait l'impression d'avoir joué une partie d'échecs et placer ses pions, les déplacer comme elle voulait. Et son intelligence m'a vraiment agréablement surprise. Et en même temps, bah, j'ai aimé voir tous les complots politiques, j'ai aimé voir l'univers qui se développe de l'histoire, j'ai aimé voir les liens familiaux et amicaux qui sont totalement différents de ce qu'on pourrait croire. Et les interactions entre les personnages étaient vraiment fabuleuses, elles étaient cocasses, elles étaient intenses et elles étaient assez captivantes. Moi, ça m'a beaucoup plu. Puis, les événements étaient vraiment surprenants. On avait des retournements de situation qui sont venus à bon escient enrichir le récit et qui ont su me surprendre à plusieurs situations, justement. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu le but. Et c'était un véritable page-turner. Franchement, je l'ai dévoré. J'avais lu que le début du livre samedi. Dimanche, j'avais lu une centaine de pages. Et hier, j'ai dévoré tout le restant du bouquin. Je l'ai terminé, il était aux alentours de 1h du matin. Et quand je suis arrivée à la fin du livre, j'ai fait « Mais what? C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Je veux la suite !» Parce que la fin, elle m'a littéralement scotché. Je ne savais plus quoi dire. J'en avais perdu mes mots. Et ça m'a vraiment pris au trip et ça m'a donné envie de découvrir la suite. Et là, je me suis dit, bon, va falloir attendre que la suite soit traduite. Mais ouais, c'était un excellent tome et franchement, je regrette pas du coup d'avoir continué cette saga qui m'avait déçue au premier abord. Et ensuite, j'ai eu encore envie de lire, même si je savais que ce n'était pas du tout raisonnable parce que je travaillais aujourd'hui et que je travaille toujours d'ailleurs. J'ai attaqué le tome 2 de Keleana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. Donc vous voyez, je continue à fond le mois de la fantasy. Et ce tome 2 est vraiment bien parti. Pourquoi? Parce que je suis tout de suite rentrée dans l'histoire. Pour l'instant, j'en suis qu'au chapitre 3. Mais j'ai lu le premier chapitre, j'étais là. Waouh! J'ai lu le second chapitre, j'étais là. Waouh! Non mais franchement, Keleana, c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis le premier tome. J'aime également beaucoup le Prince d'Orient, j'aime également Shaol, le garde du Prince d'Orient, et j'aime l'interaction qu'il y a entre ces différents personnages. Je suis curieuse de découvrir plus sur le monde dans lequel ils évoluent. Je vais quand même vous faire un bref topo de Keleana, le premier tome, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Keleana est une assassineuse. Elle avait été envoyée à Andovier, je crois que c'est ça. C'est une espèce de mine dans lequel sont mis les prisonniers, ils doivent travailler là-bas et quand on y est, généralement, c'est jusqu'à la fin de ses jours. Mais le prince d'Orient était venu en compagnie de son garde délivrer Keleana. Pourquoi? Pour qu'elle puisse participer au tournoi du roi et devenir le champion du roi. Malheureusement, ou plutôt heureusement, je sais pas trop comment le formuler dans ces cas-là, mais la compétition va être rude. Et donc, Keleana va devoir se battre, va devoir faire en sorte d'arriver à gagner cette compétition pour pouvoir gagner sa liberté, devenir le champion du roi. Je sais plus pendant combien d'années le champion du roi travaille pour le roi avant de gagner complètement cette liberté. Et donc Keleana va s'entraîner auprès de Shaol et en même temps elle va découvrir le château, elle va découvrir certaines choses sur le monde qui l'entoure, les différents protagonistes qui évoluent autour d'elle, mais aussi sur elle-même. Et c'était incroyable, je vais pas vous en dire plus. Et donc là, dans ce tome, nous retrouvons Keleana là où on l'a laissée dans le tome 1. Et
On est vraiment immergé dans cette histoire qui est haletante, cette histoire qui est prenante, cette histoire que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte d'avancer dans cette lecture et de venir vous en parler beaucoup plus en détail parce que j'adore tout simplement. Donc voilà pour mes lectures. Je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille manger avant de partir travailler. Oui, je mange assez tôt, il est 11h30, mais comme je commence à 12h30, je n'ai pas trop le choix. Sur ce, je vous dis à plus tard pour vous parler lecture. Hey coucou, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on est mercredi 5 mai, je vous prends parce que j'ai 45 minutes de coupure. J'en ai profité pour rentrer, bouquiner un petit peu en tant qu'accro que je suis. Et j'ai bien avancé dans Keleana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Il me semble que je vous en ai parlé dans le dernier rush. Et je suis fan. Quand j'ai terminé le premier tome de Keleana, je crois que je vous l'avais déjà résumé, je me suis dit bon, mon cœur balançait entre deux personnages, mais j'avais ma préférence pour le prince d'Orient. Et là, après, en lisant, je voyais plein de choses qui se passaient. Et puis je me suis dit, bon, maintenant je préfère Shaol. Puis là, l'histoire continue d'avancer et là je fais, mais en fait, j'aime Dorian, j'aime Shaol. J'arrive pas à savoir qui c'est que je préfère. J'en ai marre de moi, mais... les personnages dans ce roman, mais comment ne pas les aimer? Comment avoir une préférence? Comment ne pas être déçu quand c'est plutôt l'un qui est mis en avant par rapport à un autre et puis vice versa? Mais c'est un truc de fou, je sais pas ce qu'elle nous a fait Sarah J. Maas, mais je suis dingue, je suis complètement fan, j'adore, bref. Voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Je sais que pour ceux qui ne connaissent pas la saga, ça va rien changer à votre vie, mais j'adore. Je sens que ce mois de la fantaisie va être extraordinaire parce que pour l'instant, les 2 lectures que je suis en train d'effectuer pour ce mois de la fantaisie, elles sont top. Et un livre que j'ai pas mis dans le mois de la fantaisie mais qui rentrerait dans la catégorie du personnage qui a un destin, c'est Le Don de mort de la Guilde des Ombres de Anatrice. Là je suis en train d'écouter la partie 2 sur Audible et j'adore. Bon, je suis complètement fan. Par contre, le livre par rapport à la partie 1 est pour l'instant moins trash au niveau des événements, mais c'est vraiment réservé à un public adulte parce qu'il y a certaines scènes que je qualifierais pas d'érotique parce qu'on est dans de la dark fantasy, hein, mais il y a quand même des scènes qui sont assez explicites que je mettrais pas entre des jeunes mains. Le narrateur qui raconte cette histoire, il est extraordinaire. Il est incroyable. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédents updates, les fois où j'ai parlé de la Guilde des Ombres, il faut savoir que en fait nous sommes dans un monde un peu particulier. Il est très dur à décrire et à vous expliquer parce que nous suivons des elfides, des nains, des mortels et les dieux ont vraiment toute une puissance particulière.
Et donc nous allons suivre la jeune Panama qui est une mortelle particulière parce qu'elle a le don de mort. Et que normalement les dons célestes ne sont pas pour les humains. De base, les humains n'ont pas de don et elle fait partie des rares humaines ayant un don. Et en plus un don céleste, ce qui est extrêmement rare. Elle va donc être recrutée par la Guilde des Ombres et elle va recevoir un enseignement pour être une des assassins les plus aguerris de la guilde. L'entraînement n'est vraiment pas du gâteau, les professeurs sont loin d'être tendres. Je qualifierais d'ailleurs l'entraînement assez proche de l'entraînement qu'il y a dans Nevernight de J. Christophe niveau 2 Saxus, comme ça pour ceux qui connaissent l'un ou l'autre des romans, ça vous met directement dans le vif du sujet. Donc nous suivons cette jeune Panama évoluer, sachant qu'en plus en tant qu'humaine, elle vit ce qu'on qualifierait de racisme dans notre monde à nous, par rapport aux elfites qui ont beaucoup d'appréhension envers les humains. Donc ouais, c'est un monde très complexe, très passionnant, et on suit cette jeune femme qui a un pouvoir particulier, et je pense que du coup elle va avoir une destinée assez particulière. J'ai écouté 7 heures pour l'instant, il reste un peu plus de 18 heures d'écoute encore. Mais j'adore. J'ai vraiment du mal à mettre l'écoute sur pause pour passer et faire autre chose. J'en suis limite à me dire, bon bah continue à faire ton ménage, à briquer les murs, comme ça pendant ce temps-là, t'écoutes ton livre audio. Voilà, ça fait peur quand même. Mais bon, je sais pas si vous connaissez La Plume d'Anatrice, mais moi je l'avais adorée dans Myrina Holmes, qui est une fantasy romantique, voilà, qui est assez déjantée. Je l'ai adorée dans ses romances dont le prince charmant existe et il est tueur à gages. Elle a cette touche d'humour dans les romans, mais elle sait aussi mettre cette touche de noirceur avec le suspense qui va avec. Enfin, j'adore Anatrice. Donc c'est pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé la lecture audio. Mais je passe un excellent moment. Sinon, aujourd'hui, j'ai enfin ma nouvelle ligne téléphonique qui est opérationnelle. Donc ça y est, j'ai 160 Go d'internet en 4G. Ça va me sauver la mise pour tout ce qui touche aux uploads vidéo YouTube, parce que mes 70 Go étaient dépassés tous les mois et à chaque fois je galérais pour mettre les vidéos sur YouTube. Pour vous donner un ordre d'idée, en 4G je dois mettre une demi-heure pour uploader une vidéo d'1 heure. Alors que pour uploader une vidéo de un quart d'heure, il me faut 2 jours en Wi-Fi avec la DSL. Donc comme ça, vous vous rendez un petit peu compte d'à quel point ça va me changer la vie d'avoir 160 Go d'internet. En plus, pour un forfait moins cher. Donc c'était une offre limitée dans le temps parce que je crois que le forfait est à 25 € en temps normal. Et avec l'offre qu'il y avait sur une semaine chez Bouygues, le forfait était à 16 €. Donc ça valait vraiment le coup. Et dites-vous qu'avant, j'étais chez Soch et j'étais à 25 € pour les 70 Go. Voilà, ça fait la différence. J'ai plus de gigas et les mêmes autres options mobiles qu'avant pour 10 € de moins. Donc ça vaut quand même le coup. Voilà, je vais vous laisser parce que va falloir que je reparte travailler. J'ai vraiment pas envie. J'ai envie de continuer Kéléana. J'ai envie d'écouter encore la Guilde des Ombres, mais c'est pas possible. C'est... Voilà, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais j'ai pas envie de quitter mes livres. En plus, il fait trop pourri dehors, il pleut. On a eu une semaine de pluie la semaine dernière quand j'étais en vacances. Et là, il pleut. Je crois que ce week-end, il fait beau, mais ce week-end, je travaille. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard dans un prochain rush. Hey, je vous reprends en ce vendredi 6 mai. Enfin, je dis ça, non, on est le 7 mai, pardon. On est le 7 mai. Je vous ai pas pris hier parce que hier matin, j'avais envie de lire, j'avais envie d'être un petit peu tranquille, j'avais envie de prendre du temps. Et puis hier soir, comme d'habitude, j'ai un petit peu procrastiné. On s'est fait livrer des sushis. Enfin, livre non, on allait les chercher avant le couvre-feu, puis on a mangé des sushis hier soir, c'était trop bien.
Et puis je me suis laissée happer sur un live sur la page de Candy Shy parce qu'il y avait un live avec les lectures de Mumu, Julie lit de la romance et puis Candy Shy qui était avec Emma Landas, l'autrice de Bad Trip en Alaska. Et bientôt il va y avoir la sortie de New Trip en Alaska qui est le spin-off qui parle de Peter. Peter était un de mes personnages chouchous dans Bad Trip. Du coup je me suis laissée happer par ce live à écouter l'autrice parler un petit peu de ses romans, elle développait un petit peu ce qui allait se passer dans New Trip en Alaska mais sans spoiler. Du coup je me suis laissée prendre au jeu. À la base j'étais censée écrire des chroniques, faire du montage, donc j'ai fait le montage que je voulais faire mais les chroniques n'ont pas été écrites clairement, et après il était tard, du coup je suis allée me coucher. Mais niveau lecture j'ai très bien avancé et j'ai terminé Keleana, le tome 2 de Sarah J. Maas. Oh là là, c'est un immense coup de cœur. J'ai adoré, j'ai aimé, j'étais en admiration, mon cœur, il a fait des loopings. Les personnages, mais tout, Sarah J. Maas, elle est montée en puissance dans ce tome. Si j'avais aimé le tome 1 de Keleana, que j'avais apprécié l'histoire, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été une très bonne lecture. Puis je pense que je l'avais lu en lecture commune, du coup j'étais peut-être un peu moins immergée dans l'histoire parce que j'étais obligée de faire un peu les pauses pour respecter la pagination, pour qu'on puisse en discuter, même si j'avoue que les théories qu'on mettait en œuvre ensemble étaient vraiment géniales parce qu'on pouvait parler librement sans avoir crainte de se spoiler. Mais ce tome 2, au niveau de l'univers s'enrichit. Je me doutais de certaines choses, mais il y avait des révélations qui étaient beaucoup plus intenses. Et je pensais pas que ces révélations étaient autant waouh. Franchement, j'ai terminé ce livre hier, j'étais là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, j'avais pas les mots pour le décrire. Et souvent, quand je termine un livre, je prends mon carnet de lecture, je me pose, je me remémore un petit peu tout ce qui s'est passé, j'essaie de cerner les sentiments qui m'ont pris pendant la lecture pour mettre quelques mots sur mon carnet de lecture, ce qui me permet que le moment où je me pose pour écrire ma chronique, j'aime pas que ce soit trop longtemps après la lecture pour que ça reste quand même frais, mais ça dépend du temps que j'ai devant moi. Quand je me pose, j'ai mon carnet de lecture et je peux m'appuyer sur ce que j'ai noté, les choses que je veux pas oublier de dire pour le mentionner en chronique écrite. Et puis parfois quand je tourne une vidéo, c'est vrai que le livre je peux l'avoir lu il y a 1 ou 2 semaines, c'est pas forcément à l'instant T parce que j'ai pas le temps de tourner tous les jours, donc ça me permet aussi de relire un petit peu le résumé du livre, me remettre un petit peu dans l'ambiance de la lecture pour vous en parler en vidéo et réfléchir aux mots que je veux poser sur la lecture. Pas comme là quand je viens en vlog et je viens un petit peu à la one again, je vous dis un petit peu comme ça vient. Quand je vous fais une vidéo pour lecture, j'essaie de réfléchir. Je vais pas écrire la vidéo, mais je me dis je vais parler les livres dans tel ordre. Et puis voilà, je réfléchis aux mots que je vais poser et j'essaie de m'appuyer un petit peu sur mon carnet de lecture qui m'est d'une grande aide pour l'écrit comme pour l'oral en fait finalement. Donc je me suis posée sur le carnet de lecture quand j'ai terminé ce tome et les mots ne venaient pas parce que j'étais scotchée, j'étais admirative de l'univers, j'étais admirative des personnages, de leurs relations, des joutes verbales. Et les personnages, je les ai tellement aimés que je ne savais pas quel était mon personnage préféré. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il me semble que je vous ai déjà résumé le tome 1 au début de ce vlog. Mais Keleana, elle va sortir d'Andovier et le prince d'Orient et Shaol vont venir la chercher afin qu'elle participe au tournoi du roi. Donc Keleana va créer des liens avec les 2 personnages. Shaol parce qu'il va l'entraîner et l'aider à se remettre en forme pour qu'elle soit apte à participer au tournoi et qu'elle ait ses chances de gagner. Et Dorian, c'est le prince. Et Keleana, elle est une jeune fille un peu commune. Peu commune dans le sens où elle a une beauté naturelle, elle a un regard, et c'est ce regard qui fait toute la différence, qui est peu commun également. Donc ce qui va se passer, c'est que Keleana va créer les liens avec les 2, et les 2 vont en quelque sorte avoir un faible pour elle. Il y a une espèce de triangle amoureux qui se crée, mais ce triangle, je le trouve pas gênant.
même si parfois ça peut être lassant parce que c'est un registre qu'on voit très très régulièrement. Ce triangle, il n'est pas gênant dans le sens où il n'y a pas de personnages qui font la girouette entre les uns et les autres. Il n'y a pas d'histoire de jalousie avec des crasses. Non, non, pas du tout. Parce que Dorian et Shaol, c'est des amis et ils ont une relation d'amitié qui est assez saine. Keleana, elle sait à peu près ce qu'elle veut et on nous laisse miroiter certaines choses, on nous laisse suggérer. Et c'est vrai que moi, dans la lecture, je suis là. Oh, c'est vrai que Dorian, il a telle et telle qualité, il est pas comme les autres. Et puis, d'un autre côté, il y a Shaol. En fait, on se laisse bercer par ces deux personnages. Et dans la lecture, on se dit, bon, bah, je suis pour Dorian. Ah non, finalement, je suis pour Shaol. Oh, finalement... Et c'est dur de choisir entre les personnages parce que ils sont tous très différents. Très, très différents. Mais ils ont ce petit truc qui fait qu'ils sont tous aussi attachants, hormis les méchants de l'histoire, hein, bien entendu. Et j'ai été bercée là-dedans, mais surtout, dans ce tome de Keleana, il y a du complot, il y a des secrets. Il y a un univers qui est dément, qui se développe petit à petit, qui se développe en dévoilant assez pour qu'on ait envie de lire la suite, mais peu pour qu'on se pose énormément de questions, tout simplement. Et j'ai été vraiment happée par ce tome 2 parce que nous avons énormément d'action. Nous avons de l'action, nous avons de la recherche, nous avons un personnage qui a un peu plus la liberté d'agir par rapport au tome 1. Je ne vais pas développer cet aspect-là, mais le tome 1 se passe un petit peu en huis clos. C'est pas vraiment en huis clos parce que on n'est pas vraiment enfermé, mais Keleana ne pouvait pas vraiment bouger comme elle le voulait, parler à qui elle le voulait dans le tome 1. Et dans ce tome 2, elle a une liberté supplémentaire, même si j'appellerais pas ça vraiment une liberté, mais ça crée beaucoup plus d'action. On va découvrir de nouveaux lieux, on va découvrir de nouveaux personnages, et du coup, on va avoir des interactions totalement différentes. Donc ça rendait vraiment l'histoire passionnante, encore plus. Et la fin, elle m'a laissé en mode comme ça, là. Et j'étais là, où est la suite? Et j'ai pas encore la suite dans ma palle. Voilà. Je peux pas tout de suite me la prendre, la paye est pas encore passée. Et puis bah, j'ai des frais beaucoup plus importants, donc les livres vont se faire un peu moindres sur ce mois de mai. Mais je l'ai mis de côté dans mes envies pour que le moment où je pourrais me le prendre, ce soit un de mes prochains achats. Voilà du coup pour Keleana, je pense que vous devez en avoir marre de m'en entendre parler. Et j'ai attaqué sur ma liseuse Le Chant des Pierres de Virginie Cancier. Donc là, nous sommes pas dans le mois de la fantaisie parce que bah, j'ai quand même des services presse et tout ça. Donc bon, j'essaie d'en intercaler au milieu de mes lectures du mois de la fantaisie. Et Le Chant des Pierres est une lecture un peu particulière. Virginie ne m'avait pas vraiment habituée totalement à ce type de lecture. Le Chant des Pierres, c'est des histoires de vie antérieure. C'est très flou parce que j'en suis à 30 ou 40% de ma lecture et tout n'est pas encore dévoilé. Le Chant des Pierres, c'est des âmes qui se réincarnent dans d'autres personnes au fur et à mesure des vies, tout simplement. L'âme est la même, si vous voulez. Elle recommence sa vie à zéro, mais les vestiges du passé restent. Nous allons suivre du coup Ethan et Aliénor. Nous sommes à notre époque et Ethan, il a la faculté, suite à de l'entraînement, de se plonger dans une espèce de semi-coma, mais il faut que les moments restent très courts puisque ça peut être dangereux, et il arrive à plonger dans le passé. Il va voir des scènes de guerre, il va voir des trucs... et ça va tourner principalement autour de la Bretagne, du château de Fougères, et du Brocéliande, tout ça. Et
il va voir un petit peu les conflits qu'il y a eu à différentes époques, il va être dans plusieurs personnes, et dans chacun des membres que son âme a possédé, il avait un amour pour une femme. Et cet amour pour cette femme, à chaque fois, il se passait quelque chose qui faisait que l'un ou l'autre périssait d'une manière ou d'une autre. Et cette femme, c'est pareil, en fait, c'était jamais la même physiquement, mais l'âme de cette femme se réincarnait dans d'autres personnes à chaque fois. Et donc, Ethan, il cherche un petit peu comment empêcher tout ce qui arrive de négatif au sein de leur amour dans notre présent. Il veut éviter que les mêmes malheurs arrivent. Et il l'a pas encore rencontré, tout simplement, au début de l'histoire. Et on suit également Aliénor. Aliénor, du coup, vous devinez que c'est la femme en question, qui elle a sa vie, mais qui est mystérieusement attirée par le château de Fougères. On ne comprend pas pourquoi. Donc elle va partir en vacances avec son meilleur ami pour aller visiter ce château. Je n'en sais pas plus, je ne vais pas vous en dire plus au sujet de l'histoire parce qu'il faut garder une part de mystère, mais voilà un petit peu. Et je sais que dans ce château de Fougères, il y a des pierres. Des pierres, ok, mais je ne sais pas exactement à quoi elles servent pour le moment. Elles sont assez mystiques. Nous sommes vraiment totalement dans du paranormal. Je vous avoue que j'ai été très déroutée au niveau de la lecture parce que ce n'est pas ce à quoi Virginie m'a habituée pour le moment. Et j'ai été déroutée parce qu'on a énormément de flashbacks. Et surtout, ça m'a un petit peu dépaysée parce que quand j'étais avec Ethan, j'étais avec Ethan par moment, mais sans être vraiment avec Ethan. Et c'était très perturbant. Donc j'ai hâte d'en lire plus, d'en savoir plus, de vous en dévoiler plus sur mon ressenti, pas sur l'histoire. Parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Et je pense que cette part de mystère, elle est importante parce que c'est ce qui nous intrigue dans le roman, tout simplement. Voilà, au niveau de mes lectures, là je vais reprendre ma petite tasse de thé dans mon chaudron Harry Potter parce que c'est ma tasse favorite. Elle fait 800 ml et autant dire que je dois boire une dizaine de thé dedans, voilà, dans la journée. Donc là je vais lire un petit peu parce qu'il me reste 45 minutes avant d'aller manger et travailler. Et cet après-midi, je serai au travail. Je vous dis peut-être pas demain, je sais pas, parce que demain c'est férié, mais je travaille. Et les week-ends sont toujours très costauds, comme je vous l'ai déjà dit. Surtout qu'en ce moment, le boulot, je vous avoue qu'il me passe un petit peu par-dessus la tête parce qu'il y a énormément d'arrêts. On a un planning qui est mouvant, mais il est encore plus mouvant que d'habitude en ce moment. C'est-à-dire que j'actualise mon planning à midi et demi, par exemple, si je commence à midi et demi. Et puis, il est comme ça. Et puis, une heure après, je le réactualise et c'est plus le même. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué de s'organiser. Pour vous expliquer, en gros, on a une plage horaire de disponibilité. On ne travaille pas forcément sur la plage horaire totale de disponibilité. Mais ça veut dire que c'est des moments où ils peuvent nous rajouter des interventions. Le souci là-dedans, c'est que on a le planning sur le mois qui fait, mais il bouge au fur et à mesure. Mais s'il y a un arrêt, si on a une personne qui rentre d'hospitalisation, qu'il faut y aller en urgence, ou une collègue qui est en panne, ou pour une quelconque raison, la personne elle a besoin de quelqu'un à tel moment, et on peut nous rajouter une intervention sur cette plage de disponibilité. Alors quand ça change du jour au lendemain, je m'en fous un peu. Mais quand ça change en cours de journée, si on a prévu une organisation en se levant le matin en se disant « Ah tiens là, de telle heure à telle heure, j'ai un trou, je vais en profiter pour aller faire des courses ou pour prendre un rendez-vous », souvent ça coince. C'est pour ça que moi j'ai fait aménager mes horaires différemment parce que j'en avais marre, j'étais fatiguée. Au tout début où je travaillais dans ma boîte, j'avais donné la plage de disponibilité sur la journée complète. Je m'étais dit, bon, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'impératif. Je m'en fous, en fait. Mettez-moi mon taf d'heure. M'étalez comme ça vous arrange. Les coupures, ça me dérangeait pas plus que ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée de 7h à 21h avec une journée non-stop, sans pause. Du coup, j'ai fait, ouais, bon, faut peut-être pas abuser, là, quand même. Donc, je suis allée voir la secrétaire. Elle m'a dit, ouais, mais dans ce cas, faut mettre des plages d'indisponibilité. J'ai fait, ah,
Ok, c'est comme ça que ça marche. Je fais, bah dans ce cas, bah moi je vais mettre des plages disponibilité en demi-journée. Donc j'ai bloqué tous mes matins jusqu'à midi, midi et demi. À partir de midi et demi jusqu'à 21h, c'est ma plage de disponibilité. Donc quand mon planning bouge en cours de journée, sur cette plage horaire-là, je n'ai rien le droit de dire. En fait, ça me dérange pas en soi, mais j'aimerais bien qu'on m'envoie parfois juste un petit message pour dire, bon bah ton planning a bougé, c'est la moindre des choses que de le voir par surprise. Voilà, c'est le petit blabla, mais c'est comme ça. On a une clause de plage d'urgence dans la convention collective et c'est cette plage d'urgence qui fait qu'on a des plannings qui bougent non-stop. Donc moi je travaille en demi-journée la semaine parce que j'ai demandé à ce que ce soit comme ça puisque sinon mon planning était intenable. Le week-end par contre c'est journée complète. Et les week-ends c'est des journées très très costauds parce qu'on est personnel réduit et que bah, dans les services à domicile, le boulot ne s'arrête jamais, que ce soit week-end, férié, tout ça. Il y a des personnes qui sont seules, qui ont vraiment besoin d'être tout le temps. Donc, on s'adapte. Après, bah, c'est pareil, hein, on est toujours en manque de personnel. Il y a toujours des arrêts, des malades, et encore plus en ce moment. Donc, c'est pas toujours facile. Voilà, je vais vous arrêter de vous embêter avec mon blabla. Je vous reprendrai peut-être dimanche, parce que dimanche, je travaille pas. Demain... je suis pas sûre, on verra, ça dépendra de l'état de fatigue. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Je vous reprends en ce dimanche 9 mai, il est déjà très très tard. Hier je vous ai pas pris parce que comme vous le savez, le samedi, journée de travail, journée épuisante, Johanna en mode cadavre, cadavrana comme dirait Gauthier. Donc hier je suis rentrée du travail et j'ai pas vraiment lu hier, on a regardé plutôt un film avec Gauthier, on a regardé Ava sur Netflix, un film d'action avec une espèce de tueuse mais il y a un petit peu son histoire qui lui retombe dessus. J'ai pas été très convaincue par ce film là. En fait j'ai l'impression que quand il s'est terminé c'était pas la fin, qu'on était vraiment au milieu de l'histoire. Pourtant, en fait, même si ni l'un ni l'autre on était emballés par ce film, on avait envie de le continuer. Il y avait ce petit truc qui donnait ce petit côté addictif qui fait qu'on avait toujours envie d'en savoir plus. Et donc ça, c'est vraiment top. Et après, j'ai essayé de lire un petit peu, mais je vous avoue que avec la fatigue, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai terminé Le Chant des Pierres de Virginie Cancier, mais j'ai aussi terminé La Guilde des Ombres partie 2 de Anatrice, mais ça c'était en écoute audio, mais je l'avais terminé hier en travaillant tout simplement. Et j'ai attaqué une nouvelle lecture audio, donc j'ai pas mal de choses à vous partager. Je vais commencer par vous parler du tome 1, partie 2 de La Guilde des Ombres de Anatrice, qui est un suprême coup de cœur, méga, hyper, je sais même pas comment le qualifier. Anatrice, elle m'a totalement déstabilisée, elle m'a surprise, elle m'a conquise, elle m'a transcendée. J'adore sa plume à cette autrice qui a su me transporter à travers de la fantasy, qui a su me transporter à travers de l'urban fantasy, à travers de la romance. Mais là, elle a mis la barre vraiment très très haut. Donc nous sommes à Clepsydre, dans le royaume. Nous suivons Panama qui est une ombre au sein de la Guilde des Ombres. Et nous allons suivre
une multitude de personnages, tous très intéressants. Panama honore ses contrats, puis en même temps, ben, il y a une relation un peu vicieuse qui se crée avec son mentor. Je ne vous en dis pas plus. En fait, je peux pas trop vous dévoiler le sujet de cette histoire sans vous spoiler la partie 1. Donc je vais pas développer afin de ne pas perturber pour ceux qui n'ont pas lu la partie 1 de cet univers, de cette dark fantasy. Attention, par contre, je mets des guillemets. C'est une fantasy adulte. Il y a des scènes qui peuvent être choquantes. Et c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Je tiens à le préciser. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la partie 1, je suis désolée, je suis en train de me gratter, mais en fait, je fais une crise d'allergie. J'ai plein de petits boutons. Donc, c'est plus fort que moi. Donc, si vous voulez vraiment savoir plus sur la partie 1, mon dernier point lecture parle justement de cette partie 1. Je trouve plus mes mots. Donc ici, j'ai adoré l'univers. Nous avons un monde, un royaume, plusieurs royaumes même, qui sont développés avec brio, qui attisent la curiosité. Nous avons énormément de créatures iconiques de cette fantaisie, des dragons, des elfides, des humains. Et en même temps, bah, il y a les guerres et les complots d'avant qui viennent interférer et qui vont créer des conflits maintenant. Et il y a ce suspense intenable, ce suspense qui est surprenant. Elle sait nous mettre de l'action, des rebondissements, et on se doute jamais de ce qui va arriver. En fait, vous vous prenez une claque en pleine figure à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Nous avons des scènes aussi assez explicites au niveau érotique. Nous avons des scènes sanglantes et d'horreur. Nous avons des scènes d'amitié touchante, et malgré tout ce climat qui est très sombre, Anatrice, elle arrive à mettre cette petite pointe d'humour, cet humour que elle seule arrive à mettre, et c'était excellent. J'ai passé un excellent moment, j'ai adoré, j'ai tombé l'écoute hyper rapidement. Il y a 25 heures d'écoute, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'écoutais en faisant le ménage, je l'écoutais dans la voiture, je l'écoutais en prenant ma douche. Enfin, dès que j'avais une occasion de mettre en route mon livre audio, bah, je le faisais tout simplement. Donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai commencé La Reine des Détestés de Henna L. Ici, nous sommes dans un univers dystopique, toujours en lecture audio. Et nous suivons Anna. Anna qui est une blonde aux yeux bleus. Et elle fait partie du peuple qui est rejeté. En fait, le peuple tel qu'on le connaît, la vie et le monde n'existent plus. Tous les déboires, tous les travers humains ont en quelque sorte causé sa perte. Et c'est les personnes de type oriental qui ont colonisé l'Europe, et il y a 12 royaumes assez prospères, et après il y a des sauvages. Et la blonde aux yeux bleus fait partie des sauvages, et des rares sauvages, parce que c'était les personnes qui oppressaient les autres du peuple, et là c'est l'inverse, et elle va se retrouver esclave d'un nouveau peuple. Donc pour l'instant j'en suis là, j'ai pas encore avancé plus, mais ça a l'air très très intéressant et ça m'a bien captivée, donc je pense que cette lecture va m'accompagner une petite partie de la semaine qui va arriver. Et j'ai terminé Le Chant des Pierres de Virginie Cancier, qui est une romance paranormale sous fond de vie antérieure, comme je vous en avais déjà parlé précédemment. Ici, nous suivons Aliénor et Ethan. Aliénor et Ethan vivent en 2021. Aliénor est violoniste pour un philharmonique avec son meilleur ami Simon. Il s'est passé des choses pas très cool, et donc ils vont partir en vacances en Bretagne, sachant que Aliénor a toujours été attirée par le château de Fougères. Ethan, lui, est historien, il est passionné par tout ça, et il a la faculté, sous don d'hypnose, de voyager dans ses précédentes vies. Et du coup, il voit les corps dans lesquels son âme a habité, il voit son âme sœur, et malheureusement, son âme sœur, il lui arrive toujours malheur, et ils ne peuvent jamais vivre leur histoire. Donc, Aliénor, elle va aller là-bas, et il y a des pierres dans ce château qui conservent une partie de toute cette histoire qui est passée. Et elle va se sentir attirée par ces pierres, et Ethan lui connaît vraiment l'histoire de ces pierres, et nous allons voir ces deux âmes sœurs se retrouver, mais sous fond d'histoire. C'est-à-dire que Virginie, elle nous plonge à la fois dans l'histoire
des âmes de nos personnages, sachant que ces âmes n'habitaient pas les mêmes corps, donc on ne peut pas reconnaître son âme sœur comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'on ne sait pas dans quel corps elle est, tout simplement. Elle peut se trouver dans le corps d'une femme comme dans le corps d'un homme, elle peut être blonde comme être brune, lui il aurait pu être hyper bodybuildé comme être tout le contraire, donc voilà, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et ils vont se reconnaître tous les deux, on sait pas pourquoi. Et c'est là que nous allons rentrer dans une romance particulière parce que Ethan va tout faire pour essayer de contrer le destin et la malédiction qui les poursuit depuis plusieurs années. Donc on fait vraiment des sauts entre le passé, le présent et l'espoir du futur, je sais pas trop comment mentionner ça. C'était très très sympathique à lire, ce n'est pas un coup de cœur, il n'a pas détrôné Mes notes pour sa plume que j'avais vraiment adoré de Virginie Cancier, mais ça a été vraiment une très très belle lecture. Donc si vous aimez tout ce qui touche aux romances paranormales, si vous aimez les histoires d'âmes sœurs, je ne peux que vous conseiller ce nouveau roman de Virginie. Et niveau lecture, pour l'instant, j'ai rien entamé. Demain débute la lecture commune des Saisons de la Tempête de El Cosimano. Donc j'ai vraiment hâte qu'on y soit. Si vous êtes toujours intéressé, même si la lecture commune est en cours, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Discord. Ça me ferait très très plaisir. Pour l'instant, je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer. Aujourd'hui, on allait faire une petite promenade avec Gauthier. J'en ai profité pour pouvoir prendre 2 photos en extérieur avec mon photographe. Et voilà, sans plus. Je devais prendre des photos encore à la maison, je devais faire des trucs, mais j'étais fatiguée, une grosse migraine m'a prise, donc je me suis plutôt reposée. Je me suis du coup plongée dans la suite du Chant des Pierres. Et là, je pense que je vais m'atteler à ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Et puis voilà, donc rien de particulier. Je vais donc clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Moi c'est toujours un plaisir de vous tourner ce format de vidéo qui est plus posé, plus naturel, qui me permet de vous parler dès que j'en ai envie tout simplement. De vous partager mes lectures au quotidien, parce que c'est vrai que par rapport au moment où je les lis et par rapport à la date où sont publiés les points lecture, il y a un énorme fossé. J'ai souvent plusieurs points lecture d'avance, mais ça me permet aussi d'avoir toujours un petit peu du contenu sans trop me mettre la pression. Donc ça permet aussi d'avoir mon avis à tête reposée, les points lecture, et puis les vlogs permettent d'avoir mon avis un petit peu à chaud. Donc je pense qu'avoir les deux visions, ça peut être sympatoche. Je vous souhaite donc une agréable soirée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours, vous savez que ça fait vivre la chaîne et en plus je prends un immense plaisir à vous répondre, c'est génial qu'on puisse discuter ensemble, parler des lectures et de notre quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.